Bonjour, c'est Loulou et vous êtes dans Fauteuil Pop où nous avons parlé animation, héros et mythologie. Je suis particulièrement heureux, voire euphorique et extatique car je vais vous parler et vous faire découvrir, j'espère, une série d'animation un peu passée sous les radars. Il s'agit de Blood of Zeus. J'ai moi-même un blocage envers les séries et l'animation. D'un côté, je trouve ça long et fastidieux à suivre, de l'autre, mon esprit est certainement la victime des préjugés snobs qui font de l'animation l'antithèse immature du live action. Pourtant, je connais les nombreuses qualités des productions Pixar, Ghibli ou des réalisations de Genndy Tartakovsky. Comme dans ces trois exemples, Blood of Zeus est constitué d'éléments qui ont toute ma considération. En premier lieu, ça nous narre l'épopée d'Héron, un demi-dieu, et de son demi-frère, Séraphine, entre quête de vengeance, de vérité et de rédemption. On est loin de la hype merdique pour des bidons de lessive formatés. Oubliez ce que les médias et leurs cerbères vous vendent comme pseudo-buzz bradant les imaginaires, les héros et les mythes. Si vous adulez les créatures monstrueuses de Harryhausen, le cruel, le tragique, le gore, l'action, l'aventure, les épopées galvanisantes, les histoires de vengeance, d'apocalypse, d'amour, de trahison et d'amitié, le tout baignant dans une réflexion touchante sur la nature humaine, Blood of Zeus est fait pour vous. Ou du moins, laissez-moi vous en convaincre. Disclaimer à l'intention de ceux qui se sont perdus sur ce podcast. Ici, je divulgage beaucoup. Alors gare aux spoilers. Il faut d'abord revenir sur le parcours des créateurs, Charlet et Vlas Parlapanites. Les deux frères avaient travaillé sur le scénario de Les Immortels de Tarsem Singh, sorti en 2011, un nanar où les dieux ont des styles ridicules, où le héros est interprété par l'idole surestimée de toute une partie des geeks, Henry Cavill, et où le mauvais goût et un récit cliché cohabité avec des idées scénaristiques et visuelles intéressantes. Il faut dire aussi que la première saison de Blood of Zeus pâtissait d'un budget modeste. L'animation, sous-traitée en Corée du Sud, semblait souvent datée et pas toujours à la hauteur des ambitions. Alors oui, devant un pareil CV, moi aussi j'ai failli fuir. Ce qui transparaissait déjà en 2011 et qu'on retrouve dès la première saison, c'est une structure scénaristique classique. L'ensemble peut même être jugé manichéen avec la confrontation entre Héron et sa némésis Séraphine. Mais toute formule, même conventionnelle, si elle est utilisée à bon escient, peut être transcendée qualitativement, ce qui se trouve être le cas ici. Le schéma du parcours du héros de Joseph Campbell est respecté. Dans ce cadre, les 8 premiers épisodes sont comme le premier chapitre du Héros aux 1001 visages, intitulé Le départ. Il est constitué de l'appel de l'aventure, du refus de cet appel, de l'aide surnaturelle, du passage du premier seuil et du ventre de la baleine. Pour le héros, ce sont autant d'étapes vers la transcendance. Sur un postulat classique, observé dans la majorité des grands mythes, Charlet et Vlas calque un grand nombre d'images et de situations absolument jouissives. Car oui, je prends les choses à l'envers comme souvent, mais le plus important, avant d'analyser, c'est de ressentir dans ces tripes l'histoire qui nous est contée. Si les séquences qui composent le récit évoquent d'autres mythes, ce n'est pas par cliché, mais par un héritage qui nous vient du fond des âges. Il y a ici des figures de style, je dirais même plus, des tropes culturelles. L'appel de l'aventure s'articule à nouveau autour d'un individu jeune et naïf, en conflit avec des figures d'autorité paternelle et maternelle. Tout de suite, on est empathique avec Héron, désireux de le voir accomplir de hauts faits. Mais on est aussi déchiré par les conflits qui l'opposent à mère et père, car résonne en nous l'enfant aimant devant s'affirmer. La comédie qui se joue provoque en nous des stimuli d'approbation ou de désapprobation, d'engagement ou de désengagement. La destruction de la zone de confort du héros par les forces du mal ou le massacre d'un être cher sont autant de moments ponctués par une sauvagerie. Malgré les carences de l'animation, le tout est rempli d'une puissance visuelle poussée à son paroxysme, ça décapite des têtes, tranche des jambes, en clair, ça déploie une violence barbare. Les corps mutilés, les coups d'épée et les attaques ne tombent jamais dans le ridicule. Tout cela fait partie d'une fresque globale, d'une grande saga, écrite sans cynisme et jugement.
Le soin apporté aux personnages secondaires permet de les rendre inoubliables et indispensables. Il y a par exemple de nombreuses figures de femmes fortes et puissantes, la déesse Hera, Electra, la mère du héros, et Alexia, l'Amazone. Plusieurs connexions entre personnages installent des symboliques fortes. Le lien entre Héron et son père, Zeus, bénéficie d'une écriture qui joue sur l'ambiguïté. C'est à la fois un lien d'amour, mais aussi une source de conflit, de recherche et de questionnement. Le fils et le père seront régulièrement unis ou désunis, alliés ou opposés. Séraphine est également pensée et développée comme un être ambigu. C'est un personnage malfaisant, un bourreau agissant par cruauté et sans discernement. Mais c'est aussi une victime de conflits et de machinations qui le dépassent. La violence graphique et le scénario plus profond qu'il n'y paraît provoquent une montée en crescendo vers une bataille dantesque pensée comme une grande épreuve finale. Le travail de Paul Edward Francis sur la musique s'allie parfaitement au scénario et à la mise en scène. Les sonorités épiques, remplies de chœurs et d'instruments antiques, suggèrent la portée cosmique des événements. Le show est à la fois exigeant, opératique et bien plus profond que prévu. La série réussit à dépasser les limites de son budget pour atteindre le grandiose. Ce qui semblait déjà vu va évoluer en une œuvre à la portée bien plus grande. La seconde saison commence et impose aux spectateurs de réévaluer le récit de la première fournée. En effet, dès le premier épisode, on revisite la bataille finale du mont Olympe. Nous sommes saisis par la gorge et les tripes, car se met alors en place une tragédie dans la tragédie. C'est d'une façon judicieuse que les auteurs parviennent à introduire de nouveaux protagonistes. Le mythe de Perséphone, Déméter et Hadès vient alors se mettre en parallèle de celui d'Héron et Séraphine. Il permet de faire revenir la comédie humaine pour donner un ancrage humaniste à ce triangle amoureux. Il y a un amour impossible, digne de Titanic ou Roméo et Juliette. L'amour contrarié de Perséphone et Hadès évoque les différences infranchissables comme la position sociale, l'identité, la croyance et l'idéologie. La lutte de Déméter pour s'aborder cette union rappelle l'égoïsme, la jalousie et toute forme de haine profondément humaine qui conditionne à la destruction, voire à l'autodestruction. Ce mythe permettait aux Grecs anciens d'expliquer le rythme des saisons, comment pendant 6 mois la nature renaissait avant de s'épanouir pour finalement dépérir l'autre moitié de l'année. Littéralement, ici, le bonheur des uns fait le malheur des autres. La seconde saison crée une résonance avec les différents parcours de personnages. L'infiniment petit et l'infiniment grand sont connectés. Les intérêts individuels et personnels s'entrechoquent avec les intérêts de la multitude. Zeus est jugé aux enfers après sa mort au cours de la première saison. Son jugement permet de mettre en exergue le poids de ses actions et choix. L'arc de Séraphine a aussi cette utilité. Le dieu, comme le démon, amène avec eux des thématiques et sous-textes sur l'ambiguïté. L'être divin est un pécheur malgré sa majesté. Le monstre est un individu aux attentions louables malgré son aspect repoussant. Héron, pouvant mourir à tout moment, c'est n'importe qui luttant contre le temps pour s'accomplir pleinement. L'humain, fragile, est poussé à achever sa quête en se durcissant et en se laissant gagner par l'obscurité. La fin justifie les moyens. Un retour dans sa région natale l'amène à s'opposer à d'anciens bourreaux. On retrouve l'épreuve morale du récit de vengeance, comme lorsque Séraphine retrouve l'assassin de celle qu'il a aimée. La multiplicité des arcs et trajectoires illustre l'effet domino d'une série d'erreurs qui amènent à l'apocalypse. Le retour du héros avec le fruit de sa quête est compromis par des intérêts particuliers, ceux d'Hadès et Perséphone. L'infiniment grand et l'intérêt de la multitude sont sabordés par l'individualisme. La seconde saison parle de l'humain dans ce qu'il a de plus fragile, intime et émotionnel. Blood of Zeus rappelle que la force des grands mythes est de parler de l'humain en nous ramenant devant les choses parfois les plus terre-à-terre, comme l'amour, le deuil, la culpabilité. Le show évoque, sans les nommer, les actes de chaque individu, du plus simple au plus puissant.
la série impose un constat: l'humanité concourt à son autodestruction et extinction. Les forces de la série sont accentuées pour livrer un récit à la richesse thématique, cause chez moi d'orgasme. La description d'un univers mythologique cohérent et galvanisant a fini de me mettre en turgescence. La violence jouissive, montrée en plein cadre, croisée à un sous-texte à forte teneur philosophique, est une source de catharsis salvatrice. Après une telle envolée mythologique, il était difficile de tenir la trajet haute. Et c'est en mai 2025 qu'a débarqué la 3e et ultime saison de Blood of Zeus. Il est important de rappeler que la série devait durer plus longtemps, mais les pontes de Netflix en ont décidé autrement. Une fin prématurée dont les effets se font ressentir dans ces 8 derniers épisodes. Le scénario effectue plusieurs raccourcis, sacrifiant au passage des personnages et arcs narratifs importants. Gaïa, la déesse primordiale de la Terre, voit sa présence et son rôle réduit à peau de chagrin. Elle est là au début et ensuite elle disparaît. Les titans aussi auraient pu être mieux exploités et Chronos un peu plus travaillé. Mais alors, ce dernier mouvement est-il si indigne des 2 précédents ? L'épopée d'Héron et Séraphine se retrouve-t-elle dépourvue d'une conclusion à la hauteur des 2 premiers chapitres ? Eh bien, heureusement non, mes braves. Premièrement, en comparaison de la première saison, la 3e déploie une animation plus travaillée, riche et somptueuse. Plusieurs personnages clés sont associés à une couleur, le rouge pour le titan Typhon, le violet pour Héra, le jaune doré pour Chronos, ou bien le bleu pour Héron. L'épopée devient un enchaînement de tableaux époustouflants qui provoquent de grands frissons. L'apparition de Typhon est un cataclysme dont on nous montre toute la sauvagerie et tout le désespoir. La palette de couleurs est là pour restituer picturalement tout l'impact des événements. Le sacrifice de certains dieux par Chronos réussit à nous émouvoir et nous rendre empathiques envers des personnages qu'on nous avait appris à détester. Dans ce 3e acte s'engage alors la fuite magique. Le héros ne peut pas retourner à son point de départ pour faire bénéficier la société de son évolution. Il est poursuivi par plusieurs ennemis. Héron et Séraphine doivent échapper aux forces démoniaques menées par Chronos. C'est en quelque sorte un père originel. Il a enfanté les dieux, il est à la fois castrateur, violent, punitif et infanticide. Gaïa, c'est la mère originelle. Elle impose son fils Chronos et avec lui le renouveau, la remise en cause. Avec Chronos réapparaissent les titans, la force brute et cataclysmique face à laquelle il faut faire front. C'est entre Héron et Séraphine que l'union doit se construire. Les 2 symbolisent des éléments à la fois contraires et complémentaires. L'un est le héros, l'autre sa némésis. Dans la série, comme dans les grands mythes, l'héroïsme est présent chez plusieurs protagonistes. Par exemple, chez Tolkien, l'ensemble des membres de la communauté de l'anneau ont une importance. Il y a ceux qui nous invitent à sourire, d'autres par lesquels on ressent de la mélancolie, de l'amour, de la haine. Les héros connaissent en groupe des épreuves dont la fonction est l'apprentissage et la réalisation d'une prophétie. Sans la communauté, pas de porteur de l'anneau. Sans Frodon et son don de soi, les races des hommes, des elfes, des nains et des hobbits ne sont rien. On retrouve à travers cela la prégnance de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, de leur connexion intrinsèque. Et tout cela, c'est présent dans les grandes épopées. Dans Excalibur de John Borman, plusieurs personnages interprètent un idéal chevaleresque, rattaché aux légendes arthuriennes. Luther, Pendragon, Arthur, son fils, Lancelot, Perceval, et l'ensemble des chevaliers de la table ronde apportent une pierre différente à l'édifice. Ils vont être nombreux à échouer à accomplir la prophétie par orgueil, égoïsme ou amour. Perceval, c'est celui qui conclut la quête du Graal pour faire renaître l'espoir. Il fait boire Arthur dans la fameuse coupe et ainsi un nouvel âge d'or commence dans le royaume de Camelot. L'héroïsme s'incarne à chaque fois dans des figures multiples, avant de se révéler pleinement dans un final en apothéose. Dans la guerre de Troie, l'enlèvement d'Hélène par Paris cause la confrontation entre Hector et Achille, qui se conclura par l'extermination de Troie et l'errance d'Ulysse. Dans Voyage au bout de l'enfer et Une balle dans la tête, la guerre du Vietnam
est une cause de séparation brutale et de mort pour des amis d'enfance et des frères d'armes inséparables. La multiplicité des personnages incarnant l'héroïsme dans un récit sert à montrer l'importance de leur collaboration, de leur cohabitation. Chez Homère, Chrétien de Troyes, Tolkien, John Borman, Michael Cimino ou John Woo, la guerre est un contrepoids qui vient confronter les héroïsmes pour montrer le danger que représente leur affrontement. Ces tropes culturelles sont importantes dans toute forme de tragédie. Ils font ressortir l'esprit de prédation qui se cache derrière ces concepts. Glorifier leur entraide, c'est rappeler aussi que la valeur héroïque peut s'incarner et se réincarner dans Bahubali 1 et 2. S.S. Rajamouli montre le combat sur 2 générations d'un roi et de son fils caché. Comme chez les autres conteurs d'histoire, le triomphe est la conséquence d'un apprentissage, d'une transmission. Il en est de même dans Blood of Zeus, Héron et Séraphine apprennent et grandissent ensemble. L'héroïsme de l'un s'alimente et se nourrit de l'autre, mais aussi de figures paternelles et maternelles, mais également de mentors. Les grands mythes valorisent l'effort, la solidarité, l'altruisme et battent en brèche des concepts mortifères comme le racisme, les endoctrinements fanatiques et les guerres. La succession d'épreuves doivent amener Séraphine à réparer ses erreurs et à sauver l'âme de Gorgo, celle qu'il aime. La réussite de la quête d'Héron doit bénéficier au plus grand nombre. Le héros doit abandonner son ego pour triompher. Héron doit abandonner sa colère envers Séraphine. Séraphine doit abandonner son désir de vengeance. Les dieux doivent mettre de côté leur querelle pour défaire les titans. En clair, pour que réussisse leur mission, les héros doivent consentir au plus grand sacrifice. Le sacrifice ultime, c'est le passage du seuil au retour, le moment où le héros met un terme à son voyage. C'est la mort en clair. Des alliés vont faire sortir les héros de leur fuite en avant. L'intervention des dieux pour vaincre Chronos a cette fonction, cette symbolique. C'est une délivrance divine, une intervention des forces les plus puissantes qui remet les choses à leur place. Les héros et les élus obtiennent dans une ultime cérémonie et un ultime triomphe une place. La quête est accomplie. Cette place, c'est celle qu'occupe un tout à chacun, ni supérieur, ni inférieur, juste essentiel. Vous l'avez compris, la 3e saison, malgré un scénario à la peine, c'est quand même une expérience épique qui nous prend aux tripes. Cet ultime mouvement dans la saga d'Héron et Séraphine est loin d'être indigne des 2 premiers, même s'il y a, je le répète encore une fois, plusieurs problèmes de scénario. L'écriture s'en mêle les pinceaux, mais l'épopée dans son ensemble trouve ici une conclusion à sa hauteur qui peut émouvoir sur tout un ensemble de tableaux. Blood of Zeus est peut-être au premier abord une série au scénario vu et revu, avec une animation parfois faiblarde, mais ne vous y trompez pas. La série contient tout ce que je défends dans mes podcasts et ce que j'aime dans la culture. De sa galvanisante première saison à son apocalyptique finale, en passant par son 2e acte en forme de marche funèbre, vous en prendrez plein la tête. Vous jubilerez devant les combats dignes de Robert Howard et de Frank Frazetta. Vous aurez 1000 sentiments devant une mise en scène et en images qui épouse pleinement la dramaturgie du scénario. Les intrigues de cette vaste tragédie vous provoqueront attachement, approbation, désapprobation pour des personnages badass et complexes. Les liens familiaux et générationnels entre personnages viendront vous surprendre. Ça vous rappellera que les mythes parlent de nous, femmes et hommes. Le drame y est appuyé avec une sincérité et un premier degré réconfortant. Le récit shakespearien recèle d'effets dominos qui rappellent les mouvements des planètes, des continents, des espèces, des groupes et des individus, jusqu'au mouvement des plus petites cellules. Comme l'infiniment grand et l'infiniment petit, chaque personnage a sa fonction et dépend de la multitude. L'œuvre rejoint en cela les grandes épopées contées depuis la nuit des temps, de l'Iliade jusqu'à Avatar. On pensera aussi aux contes des frères Grimm, à Conan, Star Wars, Rocky, Rambo, Mad Max, les comics, God of War, sans oublier les parcours initiatiques des figures mythologiques du monothéisme. Regardez Blood of Zeus pourrait vous faire, comme à moi,
un bien fou, car la mythologie réconcilie la conscience avec la nature de la vie. Blood of Zeus fait du bien en mettant en parabole des moments de l'existence, comme la naissance, le passage à l'âge adulte, l'amour, le deuil et les initiations qui jalonnent une vie. Ne pas la regarder pourrait vous valoir plusieurs paires de claques ou un lot de coups de hache administrés, bien sûr, par moi, votre serviteur. Alors lâchez un peu l'énième série Star Wars ou Alien Earth disponible sur Disney+, où tout est vide et dénué de moelle épinière. Regardez Blood of Zeus, c'est sur Netflix, et faites-la découvrir. Vous avez le droit de ne pas aimer, mais la rupture entre nous sera définitive. Allez, blague à part, je vous invite à m'écrire votre avis en commentaire, nous en discuterons et nous en débattrons. Vous pouvez aussi liker, partager et vous abonner en activant la cloche. C'est gratuit, mais surtout, plus nous serons nombreux et plus ça nous donnera la force de continuer. Je vous invite à vous abonner sur la chaîne YouTube de ZGen 2. Génération Connectée, pour qu'on puisse dépasser le chiffre 1000. Ça serait un bel effort. Je dois remercier bien sûr l'association ZGen qui permet que ce programme sorte. Je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes, pépites et autres nanars ou navets. Bisous de nous, bisous de moi et à la prochaine.